Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre série sur l'atypie, la douance et la famille. Dans le premier, on avait justement commencé à démêler toute cette histoire de c'est génétique, c'est pas génétique, est-ce que tu es un accident de la nature ou est-ce que tu es héritier de quelque chose. Et dans cet épisode, on va justement aller faire de l'archéologie, lever le voile pour savoir, parce que quand on ne sait pas ce dont on hérite, en fait, la tentation est grande de refuser la succession, histoire de ne pas se mettre dans l'embarras. Et ben, on va aller voir justement ce que recèle cette succession et surtout explorer les confins de ton arbre grâce à des archétypes, parce que on va découvrir que ce que tu pensais voir et avoir sous les yeux depuis que tu es petit n'est peut-être pas la réalité. Si tu me découvres avec cet épisode, je suis Audrey et j'accompagne les gens intenses, brillants et doués comme toi, mais qui se sont enfermés dans la suradaptation et qui n'ont pas complètement déployé toute l'intensité qu'il y a en eux, et je les accompagne à le faire et à vivre vraiment pleinement cette atypie-là. Cet épisode, il va être structuré de la façon suivante. On va d'abord savoir pourquoi c'est si dur de lire l'atypie ou la douance dans la famille. Ensuite, on va s'intéresser à des archétypes pour que ce soit plus facile pour toi de les reconnaître. Donc, ce sera des exemples qui recèleront tout plein de caractéristiques. À toi, après, de mener ton enquête et de prendre tes petites brossettes et tes petits gants et à jouer à l'archéologue au sein de ta lignée familiale. Ensuite, je vais t'aborder les caractéristiques qui font que ce qui est une caractéristique de la douance ou de l'atypie s'est transformé chez tes ancêtres et dans ta lignée en défaut apparent. Il y en aura 7 de ces caractéristiques-là et on va les passer en revue une à une. Et ensuite, on va parler de ce qui sera une sorte de faux self transgénérationnel pour ouvrir ensuite sur la suite et sur se dire que s'il y a ce faux self-là, il y a des moyens d'aller le dépasser, d'aller le découvrir et on va aller fureter dans tout ça. Donc sans plus attendre, je te parle de pourquoi c'est si dur de trouver quand on est atypique ou doué et qu'on s'interroge sur sa famille. La plupart du temps, vous venez me voir en me disant « mais moi, il n'y a personne de ma famille qui est comme moi ». Mais c'est si dur de trouver des marqueurs de cette douance ou de cette atypie parce que déjà, on le cherche avec des éléments de vocabulaire qui n'existaient pas à l'époque. Toi, tu es là, tu es en train de regarder du contenu, tu te renseignes, tu es informé. On est en 2026, ça t'est ouvert complètement et pourtant, tu vois bien que ça n'a pas été super fluide pour toi déjà pour poser des noms sur les concepts, pour pouvoir nommer les choses. Imagine tes ancêtres qui ont été bazardés là-dedans avec ce qu'ils portaient en eux et le vocable HPI, hypersensible, TDAH, TSA n'était absolument pas disponible pour nommer ce qu'ils ressentaient. Et du coup, quand on commence à chercher et à s'intéresser à sa famille, on a ces notions de vocabulaire qui fonctionnent en arrière-tâche et on essaie de les raccorder à des notions qui, à l'époque, n'avaient pas cours du tout. Donc, on est complètement paumé dans ça et il faut aller chercher sous la surface, il faut aller chercher plus profondément pour savoir que à cette époque-là, en fait, HPI et atypique, ça voulait surtout dire une façon spéciale d'être au monde. Et ça, si tu commences à chercher dans ta lignée familiale des façons spéciales d'être au monde, tu vas en trouver pas mal. Et le deuxième point, pourquoi c'est difficile de le lire dans sa propre lignée, c'est que c'est difficile de les regarder différemment. C'est difficile de les regarder différemment parce que quand tu les abordes d'abord, en fait, tu es chargé de beaucoup de choses qui n'ont probablement pas été complètement réglées ou complètement assainies. Il y a eu des souvenirs, il y a eu des amas et des cristallisations de comportements qui t'ont fait du mal ou qui étaient difficiles justement à traverser et à vivre. Et de poser un regard dépassionné sur ça, c'est hyper difficile à faire. Donc on a plus tendance à se dire « Ah non, je suis issu de, pas la cuisse de Jupiter, mais en tout cas une cuisse quelconque et je ne sais pas ce que je fous ici parce que j'ai été parachutée. » Sauf que ce n'est pas tout à fait la vérité et on va le découvrir dans les archétypes que je vais te donner, où tu vas peut-être relire ta généalogie à l'aune de ça. Le premier archétype qu'on va prendre, c'est
l'oncle perché. Alors, l'oncle perché, on en a tous un. On va l'appeler Dédé, celui-là. Dédé, on dit toujours, oui, mais lui, il est dans la lune, il plane à 100 000, il part dans des diatribes à fond, et quand un sujet le passionne, il déroule comme un toboggan, mais il est complètement à l'ouest. Mais Dédé, si tu le regardes pas comme un oncle perché, si tu le regardes comme quelqu'un qui a une intuition profonde ou des idées extrêmement étonnantes et détonnantes, plutôt visionnaires d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des chances pour que Dédé il s'immerge pendant des heures dans son atelier de bricolage pour bricoler des trucs dont personne ne se sert jamais, mais que lui trouve génial. Dédé, si tu le regardes avec cette idée de vision, tu peux aussi regarder qu'il est hyper perméable aux atmosphères. Dès que ça commence à être un peu tendu ou c'est trop pour lui, et finalement il va aller justement s'échapper dans son atelier pour faire autre chose. Quand ça s'est produit, quand Dédé est né et qu'il était jeune, si c'est ton oncle, je ne sais pas à quelle époque il est né, mais imagine que finalement, le camouflage que ça a pris, ça, ce qu'on a transformé comme ça, c'est qu'il est original. Dédé, c'est celui qui est original. Et on en parle d'ailleurs un peu d'une manière pas condescendante, mais presque. Parce que c'est plus facile de le voir comme ça. Et ce qu'il a dans la tête, Dédé, vu qu'il ne peut pas l'exprimer, il y a un prix à payer pour ça. Un prix pour le masque d'original, et le prix, c'est la solitude. Et c'est pas une solitude choisie, c'est celle qui est bien amère, là, qui fleure bon la bile. C'est la solitude existentielle, mais dans sa version la plus peu sympa, on va dire. Ça, c'est l'oncle perché. Il y a un deuxième archétype qu'on peut explorer, c'est ta tante hyper nerveuse. Imagine, on l'appelle Monique. Alors Monique, elle est mais tout le temps sur les nerfs, mais sur les nerfs, sur les dents, elle est hérissée qu'elle en peut plus, c'est terrible, il faut la prendre avec des pincettes. Tout le monde la prend pour d'ailleurs limite une hystérique. Et Monique, en fait, imagine que si elle n'était pas que nerveuse, si ce qu'elle avait, et sur lequel elle n'a jamais mis de mots, c'était qu'elle avait une hyperesthésie. Donc ça veut dire que ses sens sont exacerbés. Tous ses sens. Imagine-toi une hyperesthésie et notamment une hyperacousie. Parce que quand tu étais gamin et qu'il y avait un piano chez elle, tu rentrais et tu te mettais à jouer et elle se mettait à hurler parce que c'était trop fort, parce que ça faisait trop de bruit. Ou alors si elle a pris un peu de l'âge, maintenant dès qu'il y a des cris d'enfant avec le cri strident de l'enfant qui est en train de jouer, tu la vois, elle est en train de complètement bugger et ça, c'est pas tout à fait normal en fait. C'est pas la drama queen que tu imagines qu'elle est, Monique. Imagine-toi que peut-être si elle a cette hyperesthésie, en fait, elle a un système nerveux qui est en PLS permanent. Et du coup, elle ne peut pas gérer ça. Elle est tout le temps submergée partout. Donc qu'est-ce qu'elle a construit ? Elle a construit cette image de drama queen où il ne faut pas faire de bruit, où il faut pas... Elle est tout le temps sur les nerfs, sur les dents, c'est pas possible. Ça, c'est le camouflage qui a été pris. Et le prix, c'est que du coup, dans cette lignée où il y aura une Monique qui a commencé à évoluer, il va y avoir une sorte de faux self sensoriel parce que l'image qui a été transmise, c'est soit, si tu es la fille de Monique ou le fils de Monique, tu grandis avec une mère qui est en suragression à chaque fois qu'elle a ses sens qui sont sollicités, et imagine ce que ça produit ensuite sur la descendance, ou alors tu te construis en opposition avec elle, et du coup, mais dans tous les cas, il y a un établissement d'une sorte de faux self sensoriel. C'est soit il faut ne pas faire trop avec les sens, soit il faut les anesthésier, comme ça on sera tranquille. Ça, c'était le deuxième archétype. Il y en a un troisième que j'aime beaucoup, et c'est le grand-père taiseux, le mutique, là. On va l'appeler Albert. Albert, on dit de lui qu'il est hyper gentil, sans doute. On ne sait pas trop, en fait, parce qu'il n'a jamais ouvert la bouche. Albert, il s'assoit toujours à la même place, au repas de famille. Il observe, il regarde tout le monde.
il répond si tu veux de l'eau, tu veux du sel, etc. Mais sinon, il parle jamais. Il parle jamais de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et donc, tu peux traverser sa vie entière, si c'est ton grand-père, en tant que petit enfant, et tu sauras jamais ce qui gît au fond de lui. Mais imaginons 2 secondes que Albert, il a une pensée hyper rapide, comme toi. Imaginons que, comme toi, il est totalement hyper sensibilisé à l'absurdité de ce monde et à cette intolérance à la superficialité qu'il peut y avoir chez les doués et chez les atypiques. Ça, tu donnes ça à Albert quand il est né, et vu que Albert il a l'âge qu'il a, il s'est sans doute pris 1 ou 2 guerres sur la gueule, au moins une. Et donc tu places cet environnement-là de pensée profonde, rapide, de hypersensibilité à l'injustice du monde, et tu lui envoies une guerre dessus. Mais qu'est-ce qui va se produire en fait ? Il va se produire que tu vas le claquemurer dans un endroit d'où il ne voudra plus jamais sortir. Déjà, probablement, il n'est pas allé à l'école, Albert, ou peu. Et s'il n'a pas les mots pour sortir ce qu'il y a à l'intérieur de lui, s'il est enfermé dans une maison interne dont les murs sont resserrés autour de lui, comment veux-tu que tu puisses avoir l'idée de tout ce qu'il a à te partager et à te transmettre ? Et du coup, il va peut-être s'anesthésier aussi, Albert, parce que une compensation de cette grande sensibilité que permet la douance et confrontée à des horreurs ou à des tragédies, pour supporter ça, parfois, on a des dérivations et on se met à tomber dans l'alcool, tomber dans la cigarette, tomber dans plein de choses pour pouvoir supporter l'absurdité de ce monde dans lequel on est projeté. Et du coup, tu as un grand-père taiseux et mutique qui titillait peut-être la bouteille, mais si tu le regardes sous ce prisme-là, peut-être que c'est pas juste ce qu'il y avait à voir dans cet archétype-là. Le 4e archétype que je veux explorer avec toi, c'est celui de la matriarche au millimètre. Celle-là, elle est d'une rigidité et d'un contrôle extrême. Il n'y a rien qui dépasse, tout est organisé à la perfection et elle gère toute la charge de la famille, tambour battant, comme un général des armées d'ailleurs. Et globalement, ce qui se dit dans la famille, c'est qu'elle fait chier tout le monde, tellement elle est rigide et absolue et autoritaire. Ok, ça c'est juste le camouflage social qui a été utilisé pour cet archétype-là. Mais si tu t'imagines que cette matriarche-là, appelons-la Céleste, si Céleste, en fait, elle avait une hyper lucidité et une structure mentale vraiment très très fine pour percevoir les optimisations et tout ce qui va risquer de dérailler, de se dérégler, de tomber en morceaux. Tu rajoutes à ça une petite anxiété de fond, parce que quand tu as la capacité justement de voir tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer, cette hyper-anticipation, elle va tomber dans l'anxiété. Donc tu mets ça plus ça, et tu mets Céleste dans un endroit où elle est née, à l'époque où en fait on lui a appris que ce contrôle-là, c'était ce qui allait la faire survivre à ça. Parce que en fait, c'est une question de vie ou de mort en fait. Quand tu as ce cerveau-là, si tu mets en place ce contrôle, tu as l'impression de tenir. Et Céleste, elle tient tout et elle serre et elle est à fond. Bah, c'est ça que tu vois, toi. C'est ce camouflage social que tu vois. Mais derrière les caractéristiques de Céleste que je t'ai données, il y a des caractéristiques de douance. Et du coup, le prix à porter pour que ce soit comme ça, c'est que en fait, elle a porté toute la charge mentale, toute la structure de la maison, de la famille, sans que personne ne la voie jamais, ne la voie telle qu'elle est. Et ça, c'est pas toujours facile à regarder. Quand tu te mets à regarder ta famille sous ce prisme-là, il y a des grosses révélations qui se font. Je vais aborder les 7 caractéristiques justement qui font que ça, c'est des caractéristiques douées qui se sont transformées, qui se sont camouflées en défauts de personnalité. Et pour te les donner, pour que tu puisses avoir comme une cartographie que tu pourras aller explorer avec ta famille. La première caractéristique, imagine que c'est cette fameuse intolérance à l'injustice.
tu es doté de cette intolérance à l'injustice-là. Tu déboules dans un monde où tu n'as pas les mots pour le dire, pas les outils, pas la manière de le penser, de le comprendre ou même d'être informé que ça existe. Et tu vas tomber dans une famille où on va te dire, alors, qu'est-ce que tu crois ? De toute façon, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Et toi, là, le cheval blanc qui veut sauver tout le monde, tu crois que quoi ? Parce qu'avant, ils étaient quand même relativement pessimistes sur la vie est un champ de fleurs, c'était pas trop leur karma, quoi. Donc, ce petit doué qui tombe avec son intolérance à l'injustice là-dedans et qui se reçoit ça, comment tu penses que ça va se traduire dans son comportement ? En fait, ça va se transformer en défaut, en ce qui sera plus tard ce qu'on appellera sa personnalité. Et ce que ça va donner, c'est que c'est un caractère qui va être ingérable. Parce qu'une intolérance profonde comme ça, mais elle est presque sensorielle, c'est vraiment être hérissé par l'injustice et se prendre ça sur la tête, ça te donne soit quelqu'un qui va devenir amer, qui n'en peut plus, soit quelqu'un qui va être explosif, ça va être la cocotte minute de la famille. Ça, c'est la première des caractéristiques. La deuxième, imagine ce fameux sentiment de décalage-là, celui qu'ont tous les doués, parce qu'ils sont tellement projetés dans un monde qui ne les comprend pas et qu'ils ne comprennent pas que c'est abyssal, c'est comme les travelling et les zooms et les dézooms, ça fait le même effet. Mais du coup, quand tu nais dans une époque et dans une famille qui ne te laisse pas exprimer ça, qu'est-ce qui va être déployé ? Soit t'en as rien à faire et c'est vraiment cette âme de rebelle qu'on peut retrouver chez les TDAH, justement, qui se met à faire jour et tu deviens un rebelle, mais outrancier. Ou alors celui qui va choquer exprès et qui va faire toutes les frasques possibles juste pour choquer la famille. C'est comme ça que ça se transforme en défaut. À la base, si tu avais reçu un environnement qui était soutenant, ça ne se serait pas transformé en ça. Mais là, tu deviens une caricature de toi-même, le rebelle outrancier qui va choquer tout le monde juste pour le plaisir. La troisième caractéristique, qui est souvent rencontrée dans les familles, les doués et les atypiques, ils ont une intensité relationnelle et émotionnelle et souvent sexuelle, parce que tous les sens sont convoqués, parce qu'il y a justement cette ardeur et cette intensité. Ça, on arrive avec le package. Mais tu arrives avec le package dans un monde qui te dit c'est tabou. On se rappelle des années 50, des années 60, on n'était pas sur la libération de tous ces sujets, de toutes ces relations. Et toi, tu arrives avec ça, tu arrives avec vraiment ce feu intérieur en toi. Et tu te retrouves confronté dans un milieu où on va te dire que en fait, t'es un peu fou, ou surtout on ne va pas en parler et ça va être claquemuré. L'impossibilité de vivre cette intensité-là et la cloche qui va être mise dessus, ça va donner quoi ? Ça va donner le concept de la double vie. Donc, tu vas avoir des doubles vies. Une vie où tu vas t'autoriser en secret à avoir cette intensité-là, et la vie qui sera celle de la famille, qui sera bien sous tout rapport, bien cadrée, etc., etc. C'était la troisième des caractéristiques. La quatrième, et c'est la plus délétère, je trouve, dans les familles justement où la douance s'est propagée et où on voit ce genre de pattern revenir, c'est ce renoncement qui a dû être fait à cette envie de changer le monde. Quand on arrive avec l'envie de changer le monde, imagine ton grand-père ou ta grand-mère qui portait ça en elle. Si elle a eu ou il a eu ne serait-ce que l'idée de l'exprimer un peu, qu'est-ce que tu penses qu'il s'est dit ? Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Tu vas pas, mais tu rêves, toi, t'es un doux rêveur, c'est pas comme ça que ça se passe. Et à cette époque-là, ça a envoyé bien du bois, hein, ils avaient pas la langue de leur poche. Donc, on va laisser tomber ça. On va renoncer. Non, c'est bon, je sauverai le monde une prochaine fois. Mais ça se fait pas dans la douceur et les jolies petites fleurs. Non, ça se fait de manière toxique, de manière vraiment souffrante. Et du coup, ce que ça produit sur ces personnalités-là, imagine, c'est le truc qui te tient le plus à cœur au monde quand tu arrives en tant qu'enfant
et c'est tordu et déformé comme ça. Mais quand tu te mets à te résigner à ça, ça devient hyper toxique pour toi et pour ton environnement. Et du coup, ça donne des profils qui sont, je te le disais, ingérables et qui vont faire souvent beaucoup, beaucoup de mal à eux et autour d'eux. Et je l'ai déjà dit sur cette chaîne et je le redis, et notamment dans le livre Douance, ce qu'on ne vous a jamais dit sur la douance justement, qui est disponible sur mon site internet. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas plus con qu'un HP qui est flingué dans sa tronche. Parce que ça fait des personnalités qui sont tellement écorchées vives par ce renoncement qui a dû être fait à renoncer à leur part de chair. Tu leur enlèves une part de chair quand tu fais ça. Mais ça donne des effets qui sont massifs et qui ils retournent leur intelligence, leur immense intelligence contre eux et contre les autres pour devenir juste simplement imbuvables. Soit ils ont eu de l'instruction et c'est devenu des tyrans, mais vraiment des tyrans en tout et pour tout. Soit ils en ont pas trop eu et ça peut devenir vraiment des cas extrêmes où il y a une espèce d'avilissement ou de dégradation, soit lente et profonde, soit brutale. Ça devient ingérable. Et c'est ce renoncement-là, cet espoir qu'on porte en nous de changer le monde, quand tu te mets à regarder ta famille et tu te dis qui c'est qui a renoncé là, c'est assez vertigineux à regarder. Il y en a une autre de caractéristique qui se transforme en défaut quand on l'applique aux mécaniques familiales, c'est cette espèce d'autolucidité précoce qu'on a. Et ça donne un truc, c'est merveilleux dans les familles. Parce que quand tu es lucide comme ça, le premier réflexe, quand tu n'es pas dans un environnement, quand tu vas tout voir et que finalement, imagine sur la génération de nos grands-parents ou même de nos parents, ils devaient s'occuper des plus petits enfants, les parents travaillaient beaucoup, ils ne pouvaient pas s'occuper des enfants, etc., etc. Il va y avoir une hyper responsabilisation. Il va se charger la mule à fond parce que finalement, il voit tout, il sent tout et il va croire qu'il est responsable de tout. C'est déjà ce que font les enfants de manière générale, mais lui, il va encore plus le faire puisqu'il voit encore plus les implications de tout ce qui se passe. Et donc là, c'est parti, on enfile le costume de sauveur de la planète et de tout le monde, sauf que on lui a rien demandé et qu'il va se prendre des grosses mandales pour essayer de le faire. Et ça, qu'est-ce que ça donne dans les familles ? Ça donne des gens qui à la fois sont dans l'hyper-contrôle et veulent sous couvert justement de vouloir être hyper responsables, ils veulent sauver, mais ils se font renvoyer dans leur 22 et du coup, ça fait chantage affectif, ça fait dépendance affective, ça fait tout un tas de gros problèmes qu'on ne met jamais sur le compte de la douance alors que en fait, c'est la source principale de ça. L'avant-dernière caractéristique, c'est là aussi une hyper intime. C'est cette sensation qu'il y a quelque chose de grand et d'exceptionnel à l'intérieur de toi. T'imagines quand tu arrives avec le package de ça, dans un monde, allez, on est en 1930, on est en 1950, même on est en 1960, 80. T'arrives avec ça, il y a quelque chose de grand en toi qui cherche à être sorti. Mais qu'est-ce que tu vas te prendre dans la tête exactement ? Tu vas te prendre, mais ça va pas ? Ne fais pas ta princesse, tu croyais que quoi ? C'est pour qui tu te prends ? Ça va être l'auto-rabaissement dans l'éducation. Parce que comment accepter ? Déjà, comment l'accepter pour soi à l'intérieur ? Et comment l'environnement, qui, je te le rappelle, n'a fait que des cascades de lignée en lignée, en lignée, en lignée, l'auto-rabaissement va être automatique. Et donc, ça donne quoi ? Ça donne des gens qui ont renoncé, qui n'ont jamais exprimé ce qu'il y avait de grand à l'intérieur d'eux parce qu'ils étaient flamboyants, ils étaient beaux, ils ont été brisés par ça. Des génies qui ne sont jamais nés alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur pour les faire naître. Et ça, c'est pas toujours facile à regarder comme ça parce que ça serre le cœur. La dernière caractéristique, c'est cette fameuse lucidité systémique qu'on peut avoir sur les choses. En tant que doué ou atypique, tu vas avoir une lecture vraiment très claire des systèmes, de comment ça se passe, de comment ça s'organise, etc., etc. Quand tu arrives dans tes ancêtres et ta famille
dans une lignée où finalement on ne peut pas prendre en compte la totalité de ce que ça recouvre, ça va se dégrader dans une espèce de cynisme un peu agressif. Ça va finir par être très tranchant, très péremptoire, ici on a toujours fait comme ça et c'est comme ça. Parce que c'est une manière justement de garder la mainmise et de se transmettre de génération en génération. Bah oui, nous on voit les choses comme ça, et puis ici c'est comme ça, et puis de toute façon, et ça va être très très cassant, parce que c'est un moyen de dire, on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait, et ça c'est bien tombé, moi je vois ça comme ça, et puis de toute façon c'est comme ça. Et donc là encore, le tyran domestique n'est pas loin, pour peu qu'il y ait eu quelques addictions au passage, plus une double vie, je te laisse imaginer le combo ou le regarder dans ta propre famille. Mais qu'est-ce que ça dit tout ça ? Ça dit que ce que je viens de te montrer, en fait, toutes ces caractéristiques qui se sont transformées en défauts parce qu'elles n'avaient pas la place pour être nommées et être comprises, on te parle toujours en tant que doué que tu as un faux self dont il faudrait bien que tu te débarrasses. Mais le faux self, c'est pas qu'individuel en fait. Il y a un faux self transgénérationnel. C'est la cristallisation en fait de tous ces mécanismes-là. Et ça fonctionne selon une mécanique qui est très précise. Le premier des doués qui arrive et il est ouvert à tout, il voit tout, il est trop. Il est trop par rapport à la famille qui l'accueille, puisque la famille qui l'accueille a déjà cristallisé. Donc, quand il arrive, que ce soit ton grand-père, ton père ou toi, ah ben non, tu es trop. Donc là, la famille sanctionne. Non, tu vas pas comme ça. Donc, éducationnellement, on va comprimer un peu. Ça va mieux, ça se calme. Et du coup, ça commence à mijoter et tu commences à t'habituer au comportement, mais ça met sous pression, ça fait des non-dits, ça fait des trucs que toi, tu continues à sentir. Et il y a cette espèce de chose qui se crée et qui se cristallise, qui finit par donner un faux self, parce que ça se produit de génération en génération, en génération, en génération, jusqu'à ce que toi, tu naisses. Et que tu naisses et que tu sois aujourd'hui, en 2026, en train de regarder cette vidéo-là. Mais du coup, c'est ça que je t'invite à faire, c'est que tu es peut-être le seul aujourd'hui à avoir les outils et les éléments pour aller regarder cet arbre à la lumière de ce qu'on vient d'explorer dans cet épisode. Quand tu vas te mettre à regarder les gens de ta famille, ce que tu vas voir, c'est les défauts qu'ils semblent avoir, ou est-ce que justement, ce qui va être caché derrière ces défauts-là, et comment ça s'applique à toi, comment ça se reflète par rapport à toi. Donc je t'invite vraiment à aller enquêter, prends trois éléments de ta famille, ou un qui t'a toujours particulièrement troublé ou attiré l'œil, et puis commence à le regarder. S'il est décédé, tu t'appuies sur tes souvenirs, et s'il est encore là, tu le regardes au quotidien. Là, la crise qu'il vient de faire, est-ce que je peux mettre ça sur le compte de, il était complètement saturé, son système nerveux, il a pété en plein vol parce que on était dans le brouhaha de la fête de famille et il a complètement déjanté. Commence à retracer tous les patterns et les comportements qu'il y a eu où tu vois ta mère qui a commencé aussi à vriller parce que il y a eu saturation, où tu vois l'analyse qu'a fait ton tonton de quelque chose et tu le regardes à l'aune de ce qui vient être dit. Et puis mets-moi dans les commentaires si tu trouves que cette enquête te révèle des choses que tu n'avais pas vues de manière aussi lisible que ça. Parce que justement, ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette douance, ce transgénérationnel-là, il y a une continuité. Et c'est ce qu'on va explorer dans le prochain épisode. Si celui-là t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre des commentaires pour aider au référencement. Ça m'aide à maintenir la qualité de ce que je peux proposer ici. Et pour le prochain épisode, on va s'intéresser à... On a fait les cascades de génération en génération, mais il arrive un moment où, pouf, toi tu apparais. Et c'est quand tu es né. Et on va s'intéresser justement à la mécanique de l'enfant miroir. Et c'est quand le passé rencontre le présent. Donc ce sera l'épisode numéro 3. D'ici là, je te dis de prendre soin de toi et à très bientôt.